Alors, plusieurs personnes dans le monde du travail ou à l'école, dans les universités, plusieurs personnes nous ont laissé croire que dans l'industrie financière où les études en finance sont particulièrement réservées à la gente masculine. Mais de plus en plus, nous voyons dans le monde, en fait, aujourd'hui que des filles osent à entreprendre des études en finance, finance de marché, en ingénierie financière, bien évidemment, à travailler dans les risques, dans la gestion de portefeuille, dans la finance de marché. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité et le privilège de recevoir une charmante, intelligente et brillante demoiselle, Shaima Herabal, excusez-moi. Elle va nous partager son parcours académique et professionnel et je vous laisse découvrir son parcours dans la suite de la vidéo et générique. Gluttony was too attractive, reincarnated. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Premièrement, je t'invite à liker la vidéo, à commenter, à partager bien sûr, à me laisser également savoir dans les commentaires ce que tu penses du thème abordé aujourd'hui et à me proposer des thèmes, des sujets que tu voudrais que l'on puisse aborder dans d'autres vidéos ou avec d'autres invités. Comme je l'ai dit avant le générique, nous recevons aujourd'hui Shaima Herabal, une étudiante finissante en maîtrise en finance appliquée. Elle travaille déjà dans l'industrie financière, en gestion des risques, c'est ça, gestion des risques. Et elle va nous partager son parcours, d'abord académique et ensuite professionnel, comment elle s'est adaptée ici, comment elle a géré entre les cours et puis le travail à côté, son expérience associative, comment elle a trouvé son stage. Et pour les étudiants de finance qui nous regardent, ça pourra être un tremplin pour vous, une source de motivation pour essayer de pousser le bouchon loin et puis de croire. Alors Shaima, je vais te laisser te présenter pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors bonjour à tous, mon nom c'est Shaima Herabal, je suis algérienne et je suis ici au Canada depuis 2020. Je suis venue pour faire mon baccalauréat ici et puis j'ai enchaîné directement avec la maîtrise et là j'ai gradué techniquement l'année passée et j'ai fait 2 stages et maintenant je suis j'ai un poste permanent à EY. Je suis très excited pour partager mon parcours avec vous aujourd'hui. Alors, donc ma première question pour toi, Shaima, déjà merci d'avoir répondu à mon invitation. Nous savons que tu es très chargé. C'est un privilège de te recevoir aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous partager déjà tes sources de qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre des études en finance? Alors, pour répondre à cette question, je pense que c'est une question ou une réponse qui n'est pas typique d'un étudiant qui est en finance. Alors, pour moi, j'étais toujours quelqu'un de technique qui aimait les mathématiques et tout. Okay. Et quand j'ai fini mon bac de l'Afrique, là, je me suis dit, ok, je voudrais bien entreprendre des études en économie, mais j'aime pas, genre, n'importe quoi. C'est sûr que je voudrais genre, que ça soit technique, quantitative et tout. Et quand j'ai vu les options qu'il y avait comptabilité, économie, et j'ai vu que finance était la spécialité la plus quantitative de toutes les options. Donc j'ai décidé de faire ça comme ça. Et il y avait aussi bien sûr les conseils de la famille, mon père et mon oncle. Donc c'est ça. Est-ce que tu n'as pas eu peur par exemple parce que généralement, du moins pas aujourd'hui là, mais avant on voyait plus des hommes en finance, dans les banques. Est-ce que ça ne t'a pas comme... tu n'as pas eu peur d'aller entreprendre des études en finance? Non, pas vraiment, parce que c'est pas vraiment ça qui est... Je ne voyais pas, genre, j'étais jamais passionnée par la bourse, par whatever, genre, c'était vraiment plus du fait que j'aimais l'aspect quantitatif de la finance. C'est pour ça que j'ai choisi. D'accord. Et comment tu as vécu tes premières années de baccalauréat ici? Alors, mon histoire ici, ça a commencé un peu mal, parce que quand j'ai fini mon bac, j'étais à l'école supérieure qui s'appelait École supérieure des sciences de gestion, ça s'appelait ESSG. Okay. Et les vacances après mon bac, on est venu ici à Montréal, on est passé par la rue Sainte-Catherine, on a vu ESG. Ouais. Et c'est là que on c'est là que s'est dit... Exactement. Alors là, ok. Donc c'est ici qu'on a décidé d'entreprendre les études ici à l'ESG. Et puis j'ai commencé, comme j'ai dit, à l'ESSG en ingénierie. Et on ne faisait pas beaucoup de finances là-bas. Mais c'est en venant ici
que j'ai découvert c'est quoi la vraie finance, parce que chez nous c'était plus finance corporative et pour moi ça c'était pas trop qualitatif. Donc, c'est ça. Alors, il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui viennent de terminer leur bac, qui veulent poursuivre leurs études universitaires, mais ils se demandent comment faire, ou bien parfois ils rencontrent des difficultés, n'est-ce pas, avec certaines expériences. Est-ce que toi, tu peux nous partager ton expérience, c'est-à-dire comment tu as fait pour arriver ici, à Montréal? Alors, déjà pour accéder à l'université canadienne, il faut faire 13 ans avant de commencer. Et nous, en Algérie, on fait 12 ans d'études. Okay. Et c'est à la 12e année qu'on fait notre bac et qu'on passe l'examen. Et donc, comme j'avais pas la 13e année, j'ai dû faire une année de plus en Algérie. Et c'était justement dans l'école supérieure des sciences de gestion. D'accord. Et ce qui était drôle, c'est que avant de venir ici, je devais continuer mes études là-bas. Et je ne sais pas si tu es familier avec les écoles préparatoires aux grandes écoles, mais c'est un cursus très chargé, il y a beaucoup de cours de mathématiques, c'est très quantitatif. Et entre-temps, mon père a commencé la procédure pour que je vienne ici. Donc jusqu'à l'avant-dernier examen de ma session là-bas, j'étais full concentrée sur mes études là-bas. Okay. Et donc, on m'a donné, je pense, le CAQ est venu un mardi. J'ai quitté, je pense, le jeudi. Et c'était le jour de mon dernier examen pour clôturer ma 3e session en Algérie. Donc, tu peux imaginer la pression, tout la ça. pression. Et alors là, ouais. Et en plus, en venant ici, c'était le dernier examen qui me restait, c'était un examen de microéconomie. Et c'était le seul cours que je pouvais créditer, mais comme je n'ai pas passé, le dernier examen, je ne pouvais pas le créditer. Non mais attends, tu as dit le dernier, tu devais le passer le jeudi. Yeah. Et mon vol, c'était le jeudi. Donc je ne pouvais pas aller le passer. Ok. Ouais. Donc ce, tu l'as pu créditer, okay. Non, j'ai dû refaire le cours ici. Alors là, ouais, j'imagine un peu le coup de pression et tout. Ouais. Et avec les papiers, ça a pris beaucoup de temps. Il y avait un jour férié chez nous qui venait d'être rajouté. Et ça a retardé ma procédure par, je sais pas, 4 semaines, je pense. Donc les étudiants ici ont commencé les études. Moi, je suis venue ici en 28 janvier. Donc j'ai raté 4 à 5 séances de chaque cours. Okay. Et j'avais 5 cours. 5, mais tu ne pouvais pas reporter la session? Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Encore, parce que j'étais trop concentrée sur mes études en Algérie. Ah ok, quand toi tu venais en fait ici, tu n'avais pas déjà des frères sur place? J'avais mon frère, mais il n'avait pas fait l'université, donc on n'avait pas ce contexte-là, tu vois, donc on ne savait pas. J'ai essayé de m'informer auprès d'une connaissance qui était ici à Montréal, mais si tu n'es pas sur place, tu ne peux pas... C'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Ça. Et je me demandais même pourquoi la limite maximale c'est 5 cours, alors que chez nous, on fait 15 cours. On en fait 15, 12, ouais. Je dis, ok, ça va être trop facile, genre ça va pas être... Mais quand je suis venue, je me suis rendu compte rapidement que 5 c'est trop même. Donc, ouais. Et du coup, on a déjà fait le pont, tu es déjà à Montréal. Tu as entamé avec tes 5 cours, ta première session. Non mais attends, ma première session c'est pas encore fini. Ok. Je devais venir ici récupérer les 5 séances que j'ai ratées dans chaque cours. Oui, justement, oui. C'était pas Comment ça s'est passé? Oh mon Dieu. Et heureusement que j'habitais proche de l'UQAM ici parce que je me levais tôt le matin, je révisais, je venais à 9h30. Heureusement aussi que les cours de l'UQAM commencent à 9h30. Ouais, 9h30. Je venais ici, je faisais mes cours, je rentre. Après, je recontinue à réviser jusqu'à ce que j'ai pu rattraper le tout. Et puis après, il y avait les intras juste après. Parce que moi, je suis venue le 28 janvier. Les intras, c'est mi-février. Donc le temps de récupérer. C'est ça. Ouais, c'était quelque chose, je dirais. Ouais. Et ça s'est bien passé, mais il y avait un seul cours où on a refusé de m'extendre la durée de remise de mon TP. Oui. Et tout le monde avait des équipes, genre personne ne voulait rajouter quelqu'un. Tu sais, au bac, c'est pas comme à la maîtrise, genre on fait moins confiance aux gens, surtout que tu viens d'un autre pays. Ouais. Tu vois, c'était compliqué. Donc j'ai remis un TP là où j'ai résolu un seul exercice, le seul exercice que j'ai compris. Et j'ai eu 3,5 sur 10. Tu l'as fait toute seule. Vraiment. Donc ça a fait chuter ma note de ce cours-là. Mais sinon après, tout a été... Mais février est passé
semaine de relâche et tout. Le 15 mars, on annonce le Covid. Ah oui, ok. Sauf toi, tu es arrivé genre juste avant le Covid. Ouais, je suis arrivée un mois avant le Covid. Ok. C'était... Moi, je me suis dit, ok, j'ai récupéré tous mes cours, j'ai passé les intras, c'est la semaine de relâche, donc Ouais. c'est le moment de sortir et découvrir un peu Montréal, enfin, de faire des trucs en fait. Ouais. Mais Covid a fait d'autres plans. Ouais. Donc j'ai découvert ça justement, j'étais à Place Versailles, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu l'annonce. J'ai dit, ok, bah, je rentre chez moi parce que je peux pas rester. Confinement, personne ne sort. Personne ça. C'était horrible. Et moi, quand le confinement commençait, le dernier jour que j'étais dehors, il y avait de la neige partout. Le premier jour que j'ai sorti, après c'était en avril, je pense, il n'y avait plus de neige. Donc, Alors là. de mars jusqu'à avril, je ne suis pas sortie. Mais tu l'as vécu ici, le Oui. confinement, ou tu es rentré Non, non, je l'ai vécu ici. Parce qu'ils Ok. ont tout fermé, il y avait les cours ici. Puis on est passé, bien sûr, cours en ligne. D'accord. Et du coup, comment tu as géré ton... Parce que j'imagine qu'après avoir rattrapé tes 5 cours, tout allait bien déjà, tu avais pris tes marques, tout allait bien. Comment tu as géré dis-moi, les cours avec... Est-ce que tu travaillais déjà à côté? Non, je n'ai pas travaillé. En fait, quand je suis venue, j'étais trop focus sur rattraper les cours. Et dès que j'étais correcte, il y avait la Covid. Et tu ne pouvais pas en fait trouver un travail si tu travaillais pour des gens. Et moi j'avais peur, je ne voulais pas sortir et choper le virus. Ouais. Donc du coup, ça s'est bien passé. Explique-nous, donne-nous qu'est-ce que tu as vécu durant ton cursus au bac, qu'est-ce que tu as vécu? C'était difficile parce que de un, le système universitaire c'est tellement différent de chez nous. Oui, bien sûr, oui. Le nombre de cours par exemple, la charge de travail, le fait que le cours dure plus que 3 heures. C'était un choc quand même. Ça m'a pris du temps pour m'adapter. Mais ce qui a aidé, c'est les cours en ligne avec la Covid. Donc c'était gérable. Mais je me suis adaptée à la fin. Ok. Et c'est quoi ta pire expérience ici C'est mon arrivée. Non. Si t'as pas pu détecter ça depuis tout à l'heure. Non, mais tout au long de ton bac, est-ce qu'il y a des phases où tu avais, comme tu voulais tout abandonner? Est-ce qu'il y a des périodes où tu étais vraiment à ça de... Je dirais pas abandonner, mais j'étais genre très, je sais pas comment dire, mais pas énervée contre les gens, parce que des fois ça fait, surtout avec les travaux d'équipe, ici au bac, les gens sont moins collaboratifs, ils aiment faire leur clan. Ok. Et pour trouver justement son clan, c'est difficile, surtout s'il y avait le Covid et tout, tu n'étais pas là avant. Et je dirais que c'est vraiment la gestion des travaux d'équipe qui m'a mis en deux. C'est juste ça. Ouais. Mais sinon, à part je suis ça, pas le type supporter. ouais, ça se voit, ça se voit. Et bon, lorsque tu as terminé ton bac, d'accord, pourquoi tu t'es pas dit, ok, j'ai fini mon bac, je vais commencer à travailler, qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre en maîtrise? Qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre en maîtrise? Et parce que tu as une spécialisation en ingénierie financière, qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser en ingénierie financière? Alors, pour la première question, quand je suis arrivée à la dernière année de mon bac, j'ai commencé à voir que je pouvais, par exemple, créditer un stage. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches. Et bien sûr, avec les outils, je ne savais pas qu'il fallait faire des efforts extra hors l'université. Moi, j'ai cru qu'avec, par exemple, le ESG+, ça allait être facile. Mais je me suis rendu compte rapidement que ce n'était pas le cas. C'est pas tout le monde qui veut des personnes qui n'ont même pas encore fini leur baccalauréat. Et bien sûr, j'avais pas d'expérience du tout avant, donc mon CV était vide, donc je savais pas. En fait, j'étais confuse parce que je savais que je pouvais avoir un stage, mais ce que j'avais comme CV et expérience inexistante, genre, personne ne m'avait préparé avant. Donc, quand j'ai découvert que c'était Last Cause, que je trouve un stage, je me suis dit, ok, j'ai découvert un autre truc en parallèle, c'est le profil honor du bac. C'est quoi un profil honor? C'est que tu fais tes études du bac, et puis tu t'engages à continuer la maîtrise, donc tu peux prendre des cours de maîtrise dans ton bac. Donc je me suis dit, ok, même si je ne suis pas inscrite dans ce programme-là spécifique, parce qu'il a un sigle spécifique,
j'essaierai de prendre des cours de maîtrise parce que juste avec mon bac, je ne pourrais pas trouver un travail. Donc, j'ai décidé de prendre les 2 cours obligatoires de la maîtrise qui étaient économétrie 1 et stochastique. Et j'ai pris économétrie 1. J'ai commencé par calcul stochastique et c'est là que j'ai vu des vibes différentes, disons, parce que j'ai commencé à étudier avec des étudiants de 2e cycle. Et les vibes sont peut-être trop différentes des étudiants. Il y a vraiment un fossé, genre. Oui, c'est très différent. Genre, il y a plus de... Je sais pas. Plus d'engouement, genre, ou plus de... Plus de... Je sais pas comment le dire. Les gens sont plus accueillants. Tu peux parler, genre, on te juge. Tu sens que tu n'es pas jugé. Ouais. Parce que, aussi, il y a plus de... Mais après, je crois qu'au second cycle, il y a plus d'étudiants étrangers. Exactement. Donc, tu te sens plus familier avec... sans dire les autres, bien sûr, mais c'était ça. Et donc, j'ai pris économétrie 1, stochastique. Et puis, là, c'est la dernière session de mon bac, j'ai pris économétrie 1. Et aussi, au bac, on avait droit à un cours libre. Donc, tu pouvais choisir n'importe quel cours que l'UQAM offre dans toutes ses écoles. Et comme moi, j'ai fait un cours qui s'appelle modélisation financière avec M. Nader, j'ai découvert, j'ai confirmé ma passion pour la programmation. Donc, je me suis dit, ok, je me vois continuer dans ingénierie financière. Et pour ingénierie financière, il faut maîtriser la programmation. Est-ce que tu avais déjà touché à la programmation d'âge? C'était pas vraiment de la programmation, c'était juste écrire genre, les cours de base de l'informatique, là où tu dois écrire un petit algorithme à la main. C'était mon seul contact avec la programmation avant. Puis bien sûr, durant la pandémie, justement, quand je pouvais faire un fichier Excel pour accélérer un peu les calculs, je le faisais. Donc il y avait quelques examens où j'ai fini dans même pas 1 heure, tu vois, parce que j'avais tout préparé sur un fichier Excel et les calculs se faisaient, donc je me sentais à l'aise avec prendre l'outil et commencer à écrire quelque chose pour me faciliter la vie ou pour automatiser la chose. Et je me suis dit, ok, j'ai besoin de comprendre les bases de la programmation pour que je puisse continuer ma maîtrise en ingénierie financière, et c'est là que j'ai pris un cours de Java dans l'école des sciences. Et ça, je trouve que tout le monde doit le faire avant de commencer. Avant de commencer la MFA? Ouais. Pas ce cours-là spécifiquement, mais genre faire un cours de programmation. De base, oui. Là où tu apprends les bases de la programmation, quel que soit le langage. Parce que la programmation, en fait, c'est comme un langage en fait. Tu as juste à comprendre c'est quoi, bien sûr, les mots-clés que tu dois dire, et c'est quoi la structure de la phrase que tu dois utiliser. Et c'est ça qui différencie un langage de programmation d'un autre. Donc, alors, étant arrivé en maîtrise, parce que nous savons quelles ont été tes motivations, étant arrivé en maîtrise, c'est vrai que c'est une continuité, mais parce que je crois que c'est arrivé en maîtrise que tu as intégré l'association, c'est ça? Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer l'association? Comment ça s'est passé? Raconte toute ton expérience de ta vie associative et également par rapport aux activités que tu faisais également à côté. Comment tu gérais tout ça? L'association, tes activités à côté et les cours? Alors, pour l'association, en fait, j'avais un problème avec un cours, et c'était, je ne sais pas si j'ai le droit de nommer le cours ou non. Ah, il faut nommer, oui. Économétrie 1. Économétrie 1. On avait beaucoup de problèmes. Et quand j'ai parlé avec le directeur du programme, parce que c'était mon prof, le directeur du programme était mon prof, je dis, oh monsieur, il y a tel et tel problème, est-ce qu'il faut genre, parler avec quelqu'un en particulier? Et l'idée de l'association est sortie. Donc j'ai commencé à chercher c'est qui les membres de cette association, parce que moi je souffre et je veux qu'on règle le problème. Parce que j'avais 2 cours de spécialité de bac, un cours de programmation avec l'école des sciences, donc tu peux imaginer l'intensité, et le cours économétrie 1. Donc c'était ingérable à certains moments. Et j'ai essayé de contacter les membres de l'association actuelle et je suis tombée sur 2 personnes. On m'a dit oui, l'association elle est là, il y a un bureau exécutif, mais on ne fait rien. C'est vrai, parce que quand moi je suis arrivé, l'association on n'entendait pas parler là. Ça faisait 2 ans que l'association était inactive et dernièrement il y avait juste eu un bureau exécutif sans qu'ils fassent des activités. Donc je me suis dit ok, la session va finir bientôt, on ne va pas m'aider, mais je voudrais bien genre être la personne qui pourrait aider les prochaines générations de notre programme si jamais il y a des problèmes.
Et c'est ça que mon histoire avec l'association a commence. commencé. Donc pour tous les étudiants de MFA qui nous regardent maintenant, voici une pionnière, n'est-ce pas, qui a eu voilà, qui a émis le désir de vouloir remettre l'association sur pied. Donc je crois qu'on doit te faire un gros bouquet de fleurs parce que l'association nous a beaucoup aidé avec les comment on appelle ça déjà? Les activités. Ouais, les activités, non, les activités et puis les formations, MATLAB, Python et autres. Donc, ok, par là, je vais m'appesantir un peu sur les étudiants de MFA à l'UQAM. Nous savons que c'est un peu difficile pour les étudiants en finance de décrocher un stage dans le cursus. Comment toi tu t'es prise pour décrocher un stage à la CDPQ, une boîte qui c'est très prisée déjà pour les étudiants en finance à Montréal de décrocher un stage à la CDPQ. Comment toi tu t'es prise et comment ça s'est passé en fait? Est-ce que l'association, ton expérience dans l'association t'a aidé? Est-ce que c'est plus tes compétences techniques qui t'ont permis de décrocher ce stage-là ou c'est autre chose? Est-ce que je peux parler de l'expérience? Pour ça, comme j'avais vécu l'expérience au bac, le stress de trouver un stage, avoir le CV vide, donc je savais à quoi m'attendre. Je savais que je devais remplir mon CV par quelque chose. Ouais. Donc, comme notre formation, oui, elle est complète et tout, mais on voudrait voir plus de choses, surtout si tu n'as pas d'expérience. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est quoi la formation qui pourrait m'aider, surtout pour ma spécialité à moi et ce que je veux faire moi. Et j'ai trouvé une certification de Coursera et Google. Et quand j'ai fini ça, le nombre de retours que j'ai eu sur mon CV, c'était choquant pour moi parce qu'avant, il y avait comme 1 ou 2 retours. Mais après, il y avait plus, genre, il y avait une dizaine, quinzaine, tu vois. Donc, c'est très important de compléter sa formation académique avec une formation professionnelle, que ce soit sur Udemy, que ce soit sur Coursera. L'essentiel, c'est que tu dois mettre quelque chose sur ton CV. Et bien présenter ce que tu as fait dans cette formation pour que ça soit genre, apprécié par la personne qui veut t'interviewer. Donc c'était ça. Mais je dirais que l'association, c'était pas vraiment à cause de l'association parce que quand j'ai postulé, on était au début de relancer les activités de l'association. Donc voilà. Et comment tu as su te démarquer en fait? Est-ce que c'est vraiment les compétences techniques qui t'ont vraiment permis de décrocher ce stage-là? Est-ce que ou c'est juste des soft skills qui t'ont autre chose? Alors, je dirais que c'est les compétences techniques pour mon cas, parce que en fait, chaque personne d'entre nous doit faire un bilan. Ouais. Qu'est-ce qu'il maîtrise, qu'est-ce qu'il ne maîtrise pas. Si tu maîtrises quelque chose, il faut mettre l'emphase sur ça et chercher des stages qui s'alignent avec ce que tu as comme compétence, tu vois. Ouais. Tu vas pas, genre, une personne X là, elle veut faire coûte que coûte, par exemple, voilà, gestion des risques. Mais elle n'a pas les compétences techniques pour. En programmation, tout ça. Ouais. C'est sûr que ça ne va pas fonctionner, tu vois. Donc il faut faire son bilan, voir c'est quoi ses points forts, voir c'est quoi ses points faibles, essayer d'améliorer ses points faibles, mais viser plus sur ses points forts pour au moins trouver quelque chose ou un sujet à discuter dans l'entrevue. Bien sûr. Pour attirer en fait l'attention de l'intervieweur. Ok, donc après là-bas, nous savons de moi que aujourd'hui tu es à Ernst & Young, une grosse boîte également de conseils qui est très prisée, toujours dans les risques, parce qu'à la CDPQ, il faut rappeler également qu'elle était dans les risques déjà. Et là, présentement, elle est dans les risques. Donc, est-ce que tu peux pour les étudiants qui te regardent déjà, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les compétences qu'il faut avoir, vraiment, vraiment basiques, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Quels sont les sujets qu'il faut maîtriser, sur lesquels tu peux vraiment débattre en entrevue pour pouvoir travailler, par exemple, dans la gestion des risques et voilà, bien débuter sa carrière. Ouais. Pour ça, je dirais, il y a 2 cours qu'on sous-estime vraiment dans notre maîtrise, mais qui sont la base de la gestion des risques. C'est économétrie 1 et 2 et méthode quantitative. Alors ça te donne les bases
quantitatif qu'il te faut pour modéliser. D'accord. Et la gestion des risques, c'est souvent la modélisation. Tu vas créer un modèle qui calcule bien le risque. Ouais. Donc, il faut que les étudiants se rentrent, surtout si tu veux être dans ce domaine-là, il faut commencer à aimer ce genre de cours, même si ils sont lourds, durs, mais c'est ça qui te donne la base pour pouvoir débattre avec ton interlocuteur. Pourquoi, par exemple, tu as choisi cette variable au lieu de l'autre dans ton étude de cas. Ouais. Donc, c'est ça. Ok. Mais est-ce que tu t'y plais? Tu t'y plais là où tu es là? Oui, franchement, oui. C'est mon début de carrière, donc je suis en train de découvrir un peu de tout. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore touché à la modélisation sur ce propre. Mais tu comptes rester vraiment dans la gestion des risques pour... Pourquoi pas? D'accord. Ok. Donc pour terminer, Shaima, quel conseil tu peux donner aux étudiants parce qu'il y en a forcément qui nous regardent, quel conseil tu peux donner aux étudiants de MFA et aux nouveaux qui viendront et qui tomberont sur cette vidéo? Quel conseil concret tu peux donner pour bien s'adapter dans le programme, pour trouver des stages et voilà, décrocher quelque chose après? Alors, conseil numéro 1, contactez l'association. On est là pour vous. On ne se rend pas compte, mais c'est à partir des expériences des autres qu'on apprend en fait. Parce que oui, on a tous une idée sur ce qu'on va faire dans le futur, mais c'est les gens qui ont vécu ce que tu vas vivre qui peuvent te conseiller mieux. Bien sûr, ouais. Donc, contactez notre association. On est là pour vous. Contactez l'asso. Puis, ouais. Contactez l'association. Puis, essayez de bien lire les descriptions des programmes, les descriptions de vos papiers d'immigration, parce qu'on ne nous prépare pas à certaines choses. Et encore, l'association, on peut vous répondre à ce genre de questions, mais des fois, ce n'est pas suffisant ce qui est écrit sur les sites. Donc, essayez de vous informer au maximum, contactez les gens et c'est ça. Discuter avec les étudiants. Discuter avec les étudiants. Il y a des groupes, il y a des groupes Facebook, WhatsApp, whatever, des gens qui ne sont pas encore venus, mais qui comptent venir. Et ici, genre, les sujets qui sont traités, c'est très pertinent pour quelqu'un qui va venir prochainement. Bien sûr. Donc, préparez-vous bien. Contactez l'asso ici. Regardez, contactez l'asso. Ils pourront vous conseiller sur les choix des cours à faire. Parce que franchement, moi également, quand je suis arrivé, j'ai fait beaucoup de bêtises dans les choix du cours. Ça m'a coûté. Bien sûr, ça m'a coûté. Donc voilà, merci Shaima pour ta présence aujourd'hui. C'est vraiment un privilège déjà. Une dame très brillante. Elle travaille, hein, mais elle nous a accordé un laps de temps pour venir voilà, discuter avec nous, partager son expérience. Donc laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as ton expérience également à partager, tu peux passer sur la chaîne bien sûr. Et voilà, tu peux contacter l'association. Ou tu peux contacter l'association ici. On laisse le blog ici. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et peace.